Depuis la période de la colonisation jusqu'à aujourd'hui, la France est en Afrique et en Côte d'Ivoire pour défendre ses intérêts. Et depuis cette période, elle n'a pas quitté la Côte d'Ivoire et elle est toujours présente pour ses intérêts. Et ce n'est pas la Côte d'Ivoire seule qui est dans ce cas. Tous les pays africains où la France se trouve, qu'on appelle les précarés de la France, sont des pays qui font vivre la France. Ce sont des pays dont dépend la France. Ce n'est pas l'inverse. C'est la France qui dépend de ces pays, mais ces pays ne dépendent pas de la France. La France aura du mal à vivre si elle se sépare de ces pays, aura du mal à être une nation développée si elle se sépare de ces pays, mais ces pays n'auront pas du mal à vivre et à se développer s'ils se séparent de la France. Parce que la France a besoin, pour faire fonctionner ces trains, qui ne sont pas aujourd'hui des trains qui fonctionnent avec du charbon, elle a besoin de l'électricité. Et les tramways, les métros et les trains circulent avec une grande quantité d'électricité. Donc chaque matin que vous prenez le train, chaque matin qu'un citoyen français prend le train pour se rendre au travail, il y va avec l'électricité qui vient du Niger, qui vient de l'exploitation de l'uranium du Niger, qui vient de l'exploitation de l'uranium qui provient du Gabon et d'autres pays d'Afrique. Et elle a besoin, la France, d'avoir ces produits stratégiques à vil prix. Chaque fois qu'un citoyen français en hiver se chauffe, l'électricité qui est utilisée pour le chauffage ou pour s'éclairer, ça vient de pays comme le Niger. Et donc, c'est la fission de l'atome d'uranium qui produit de la chaleur, qui va donner de l'énergie thermique et ainsi de suite, un cycle de production de l'électricité. Et donc, ce sont des produits stratégiques. Chaque voiture qui circule, les usines et autres, souvent c'est avec du pétrole, c'est avec du gaz. Ce pétrole et ce gaz, ça vient d'où? Ça vient des pays africains où il y a Elf, où il y a Total. Et si aujourd'hui, pour une raison ou une autre, ces ressources-là deviennent trop chères ou ces ressources ne viennent plus au niveau de la France, les voitures vont s'arrêter, les usines vont s'arrêter et c'est un cycle qui est un cycle incontrôlable puisque les denrées sur les marchés vont grimper, le prix de ces denrées va grimper, tout va devenir cher et les fonctionnaires vont réclamer des salaires plus hauts et ainsi de suite. On rentre dans un cycle incontrôlable, on rentre dans de l'inflation, voilà. Donc, ces produits-là sont des produits stratégiques. À côté de ça, dans ces précarés, la France s'arrange pour avoir le monopole sur de nombreux marchés publics. Le marché des eaux, les télécommunications, l'électricité, ainsi de suite. Voyez-vous, c'est un pays qui dépend stratégiquement des pays africains. Les matières premières, le chocolat, le café, ces pays-là produisent. Bref, hein? Parlons de produits stratégiques, parlons de commerce, hein, avec des pays où on impose un certain type, souvent même de voitures, où on impose certains produits, où on impose d'avoir certains marchés, avec des sociétés qui sont dans ces pays-là comme
des sociétés en mission pour la France, des sociétés défendues, dont les intérêts sont défendus par l'armée française. Depuis la colonisation, c'est le même schéma. On faisait travailler nos parents, le travail forcé. Nos parents travaillaient pour la France et les ressources revenaient directement pour alimenter la métropole. Ça aussi, ce sont des réalités historiques. Parce que ça, souvent, on n'enseigne pas à nos enfants qui ne savent pas que les Français ont mis nos parents en situation de travailler sans salaire, le travail forcé. Nos grands-mères appelaient ça travaux. Travaux forcés. Bref, tu vois, nous avons subi ça. Quand il y a eu la guerre en 1945, 39-45, après avec l'ONU, après avec le changement et les revendications de l'égalité par les pays africains, nombreux sont les Français, à commencer par De Gaulle qui a dit qu'on ne peut pas aujourd'hui, avec le changement, donner les mêmes droits aux indigènes qu'aux Français de la métropole. Donc, il faut leur donner l'indépendance, mais garder à leur tête des individus qui vont nous donner, continuer de nous donner les ressources dont nous avons besoin, les matières premières dont nous avons besoin pour notre économie. Donc, on a mis à la tête de ces pays-là des personnes qui étaient favorables à la coopération, à la continuité de la coopération avec la France. Donc, c'était, à part la Guinée de Sékou Touré, le reste de ces dirigeants-là sont ceux qui sont restés dans ce qu'ils ont appelé à l'époque la communauté française. Que ce soit en Afrique occidentale, à l'AOF, à l'AEF, au niveau de Madagascar et les Comores, ainsi de suite. Et ces chefs d'État, si on va les appeler ainsi, ont été appuyés par l'armée française qui était présente à travers des accords léonins qui sont appelés à l'époque les accords de défense signés entre les pays africains, les accords franco-africains de défense. Donc qui garantissaient un monopole de la France en contrepartie d'un soutien de ces chefs d'État-là contre des soulèvements à l'intérieur ou contre toute menace qui pouvait fragiliser leur pouvoir. Voyez-vous? Et puis donc, de 60 jusqu'à, on va dire, en 90 et plus, nos pays ont donné leurs ressources à la France en contrepartie du soutien des dirigeants que la France cautionnait à l'intérieur de ces pays. Appuyé par l'armée, appuyé par des moyens de communication tels que Radio France, qui était l'ancienne radio coloniale. Donc, on a soutenu des chefs d'État qui faisaient l'affaire de la France. Aujourd'hui, on doit changer un peu ces accords parce que la réalité a changé dans le monde. Il y a un développement des moyens militaires de la France qui font qu'ils ont des satellites comme Galiléo, ils ont des drones d'observation qui peuvent leur permettre de pouvoir donner des informations aux chefs d'État qu'ils soutiennent, de sorte que ces chefs d'État peuvent avoir le dessus sur leurs adversaires dans des conflits. D'où la décision à un moment donné de retirer un peu les forces françaises, de maintenir une présence minimum parce que la capacité de déploiement était plus forte, donc un déploiement rapide, et on avait des drones, on avait des satellites qui pouvaient permettre de faire la différence. Donc, qui peut permettre de soutenir les chefs d'État qu'on voudrait avoir au pouvoir et soutenir des rébellions, par exemple, qu'on voudrait aider à renverser des chefs d'État qu'on ne contrôle pas. Donc, la France utilise son avancée militaire, technologique et ses moyens pour protéger ses intérêts en Afrique,
de 1960 jusqu'à aujourd'hui. Voilà la réalité. Et qu'est-ce qu'on fait? On détecte parmi les Africains des individus les plus corrompus, les plus cupides, les plus mégalomanes, c'est-à-dire des individus qui sont prêts à tuer père et mère pour accéder au pouvoir. Parce qu'ils ont en eux des inclinaisons de vouloir gouverner les autres. Ils aiment le pouvoir pour le pouvoir. Donc on détecte dans le peuple des individus pareils, des voleurs, des truands, des voyous, des bandits. Et ce sont ces bandits-là qu'on met au pouvoir en les soutenant militairement, en les soutenant avec la radio coloniale devenue Radio France, aujourd'hui appuyée par France 24, mise en place, une autre radio publique qui est du même groupe Radio France, voilà, donc RFI et tout ça. Donc, on leur donne les moyens financiers, les moyens militaires et les moyens de communication pour les permettre de conquérir le pouvoir ou de conserver le pouvoir. Et, en contrepartie, on garantit le monopole sur certains marchés, on garantit d'avoir certaines ressources stratégiques qui maintiennent une certaine stabilité économique, une certaine avancée au niveau du développement de la France. Donc, c'est un développement au niveau de la France qui est un développement fragile parce que c'est basé sur l'ignorance et sur les produits ou les ressources des autres. Voilà la réalité du terrain. C'est facile de dire après, non, de toutes les façons, ce sont les dirigeants africains eux-mêmes qui nous donnent leurs ressources, on n'est pas allé braquer, ce sont les Africains eux-mêmes qui ont vendu leurs parents, ce sont les Africains eux-mêmes. Mais dans tous les peuples du monde, il y a des voleurs, il y a des cupides, il y a des mégalomanes. Si ça n'existait pas partout, il n'y aurait pas de prison. Partout, il n'y aurait pas d'hôpitaux psychiatriques. Ça veut dire ce genre de comportement qu'on va dire pathologique, on retrouve partout dans le monde. Même en France, pendant l'occupation, il y a eu des Français qui ont vendu d'autres Français. Il y a eu des Français qui ont collaboré avec l'ennemi pour soumettre d'autres Français. Ça démontre que dans tous les peuples, on peut toujours trouver, détecter des gens cupides, des gens malhonnêtes, des rapaces qui vont asservir ou soumettre au profit d'autres personnes leurs propres compatriotes. Mais ça ne veut pas dire que tout le peuple est d'accord. Si on leur donne les moyens, ils vont massacrer leurs propres compatriotes pour rester au pouvoir. Si nous, on avait les moyens ou de l'avancée militaire, on aurait pu aller à Sarcelles, on aurait pu aller à Vitry-sur-Seine, détecter des petits voyous et les mettre au pouvoir en France, leur donner les armes, s'il y a des soulèvements, ils matent. Et on prend Radio France, on prend une autre radio pour soutenir, on minimise les massacres, on minimise les violations des droits de l'homme, et on reste dans une situation où ces individus-là nous donnent notre part, et nous on les maintient au pouvoir. Si on nous demande, on dit c'est une affaire franco-française. Mais derrière, c'est nous qui soutenons, derrière, c'est nous qui finançons, derrière, c'est nous qui donnons les informations pour que ceux qui sont au pouvoir, qui nous sont favorables, le restent et ils aient la supériorité sur leurs adversaires, qui pourraient être des gens qui veulent le bien-être du peuple français. Donc, voilà la réalité sur le terrain. Et on vous culpabilise, on vous dit non, mais de ce fait, c'est vous-même vos propres dirigeants. Mais c'est facile de détecter dans un peuple des voyous pour les mettre au pouvoir. C'est facile de détecter dans un peuple des individus qui sont prêts à massacrer père et mère, cousins et compatriotes pour le pouvoir. Et on soutient ces individus-là, on les maintient au pouvoir, on les encadre, on envoie des coopérants. On envoie souvent même une partie de l'armée pour faire du ratissage avec leur armée locale. C'est cela la réalité de cette présence française gênante en Afrique et qui empêche l'Afrique de s'en sortir parce que l'Afrique ne peut pas prendre son destin en main
pour, à travers les contradictions internes, trouver les conditions de la démocratie. À partir du moment où on donne la supériorité à un, il ne se sent plus obligé de mettre en place les conditions de la démocratie, puisqu'il se dit de toutes les façons qu'il peut massacrer les autres. Donc on maintient les Africains dans cette situation, on les met dans un esclavage, dans un brigandage où leur monnaie est contrôlée par la Banque de France, à travers les réserves qui sont constituées, qu'ils appellent les comptes d'opération, et ils sont dans une situation où ils n'ont aucune indépendance véritable. Et on se dit, ben, écoutez, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quand quelqu'un arrive et qu'il veut changer les choses positivement, on le massacre. Donc, dans ces conditions, quelle peut être notre marge de manœuvre? Quelle peut être notre lutte? Et quelle doit être notre lutte? Quel doit être notre combat? Quand nous savons que à l'intérieur, nous avons des ennemis intérieurs qui sont des individus cupides, qui sont prêts à massacrer, à voler, pour brandir 2 voitures, 3 voitures, rouler avec des vestes attachées comme des pingouins, qui aujourd'hui sont prêts à venir faire des fêtes à Paris, à Mougins ou ailleurs. Et pour ça, ils sont prêts à brader le pays, brader leur dignité, brader la dignité de tout leur peuple, pourvu qu'eux puissent venir se soigner à Paris quand ils veulent, pourvu qu'eux puissent avoir 4-5 voitures, qu'on leur donne des honneurs, pourvu qu'eux puissent avoir des parkings dignes de concessionnaires auto, où il y a des Ferrari, des Porsche, pourvu qu'eux dorment dans des villas, dans des châteaux, même si le peuple crève. Si la France aimait tant les Africains, pour soutenir les armées africaines, elle aurait posé des conditionnalités de respect des droits de l'homme, du respect de la dignité des peuples et du respect du droit à la vie des citoyens. Parce que dans ces pays africains, il n'y a pas de revenu minimum vital. Ça veut dire quoi? Un individu qui ne travaille pas indépendamment de sa volonté est livré à la mendicité. Il ne reçoit aucun sou de la collectivité ou des sous provenant des ressources collectives du pays. Donc son droit à la vie n'est pas respecté. Mais en France, là, ça n'existe pas. Parce qu'ils savent que le droit à la vie est sacré. Mais eux n'en ont rien à foutre de savoir que dans un pays africain, ces droits que eux accordent à leurs compatriotes n'existent pas là-bas. Mais ils sont là-bas quand même, bon, c'est pas grave. Tant que c'est un Africain qui est à la tête et qu'on dit c'est pas nous, on prend nos ressources, on va, vous faites ce que vous voulez entre vous. Ils sont prêts à soutenir ces pays-là, ou ces chefs d'État, même si ce sont des individus qui violent les droits de l'homme, dans des prisons où on peut maintenir tous des opposants. Mais le président français ne se gêne pas d'aller dans un pays pareil, alors que des gens sont en prison ou ils sont en exil pour délit d'opinion. Mais tant qu'on va pour défendre les intérêts de la France, il n'y a pas de problème. On peut aller, même s'il y a 1000 opposants en prison, on peut aller en Côte d'Ivoire, même s'il y a des exilés, même si le président il utilise l'argent public pour aller acheter des avions, même si le président il utilise l'argent public pour donner des marchés à sa fille, à travers Wade-Fontaine par exemple, on n'en a rien à foutre de tout ça. C'est une affaire entre nègres. Nous, ce qui compte, c'est nos marchés. Est-ce que Total a ses marchés? Est-ce que Bolloré et Bouygues ont eu les marchés qui ont été promis? Est-ce que Ouattara continue de toujours mettre les fonds de la Côte d'Ivoire au niveau du compte d'opération? Bon, si tous nos intérêts sont sauvegardés, ça va. On fait un petit tour d'honneur là-bas. Bon, pour aller regarder, pour faire l'état des lieux. Et est-ce que, voilà, tout marche comme on le souhaite? Est-ce que nos intérêts, ça va? Ok. Donc, l'armée française est là-bas. Elle aide Ouattara à faire des ratissages dans les quartiers. Elle aide Ouattara à donner, elle donne des informations à Ouattara sur les adversaires potentiels ou possibles. Les droits de l'homme, on n'en a rien à foutre. Des exilés dans leur propre pays, on n'en a rien à foutre.
Ceux qui meurent de faim en Côte d'Ivoire, on n'en a rien à foutre. Ceux qui meurent sous les eaux en Côte d'Ivoire sans assistance de l'État, on n'en a rien à foutre. L'utilisation de l'argent public des Ivoiriens par Ouattara, on n'en a rien à foutre. L'important, c'est que la France ait sa part qu'elle veut avoir. Même s'il faut, on appelle des FRC. Pour certains, sont poursuivis par l'ONU pour avoir commis des crimes. Pour certains, ont été accusés d'avoir commis des crimes de plus de 700 personnes par des rapports de Ouattara lui-même. Mais ça, on peut fermer les yeux dessus et on va à Abidjan. C'est cela la réalité de la France. Donc, quand nous voulons faire la politique, il faut prendre en compte ces réalités-là. Il faut prendre en compte ces réalités. Ce sont des réalités incontournables. Parce que autant nous avons des adversaires internes, dans notre souci d'améliorer les conditions de nos compatriotes, il ne faut pas perdre de vue que nous avons des adversaires externes qui sont encore plus forts, plus pernicieux et masqués. Qui font croire à leurs compatriotes qu'ils sont en Afrique à but humanitaire. Qui font croire aux gens qui sont au Mali, qui sont venus les aider par amour pour eux. Alors qu'ils sont venus protéger non seulement leurs intérêts, mais les mines d'uranium de Faléa et d'autres mines. Parce que au sein du MNLA qui était en place, qui avait divisé le Mali en deux, il y a eu de nouveaux groupes sur lesquels ils n'ont pas de contrôle, tels que les Moujao et les Ansardines et autres. Mais c'est ça la réalité. Mais de façon officielle, on fait croire au peuple français qu'on est là à but humanitaire et on fait croire à certains même Maliens qu'ils sont venus les sauver. Et ils applaudissent. Ils sont contents. Mais ils ne savent pas que le MNLA a fait sa déclaration d'indépendance sur France 24. Et que si la France n'était pas d'accord avec cela, il y a des lois antiterroristes en France, au nom desquelles on aurait pu arrêter tous les éléments du MNLA en France. Aujourd'hui, le MNLA est sanctuarisé dans le nord, à Kidal. Et il est utilisé comme force de pression sur les autorités maliennes qui vont signer, et on va même les obliger à aller signer, paraît-il, un accord de défense, un partenariat de défense. Mais c'est tout ça, l'Afrique. Voilà, donc, camarades, une des réalités de notre continent, de la Côte d'Ivoire, que je voudrais qu'on partage. Dans la mesure où si on ne connaît pas ces données, on regarde les acteurs politiques sans maîtriser le système dans lequel ils évoluent. Et donc, on ne prend en compte qu'une des facettes du problème dans le combat. Or, le combat qui est là, c'est un combat pour sortir une nation du sous-développement et la placer au niveau des nations les plus développées comme la France, comme l'Amérique et autres, c'est-à-dire nos concurrents, nos adversaires sont les puissances aujourd'hui qui nous tiennent. Et nous avons des ennemis intérieurs qui connaissent les failles de la cuirasse et nos failles. Comment se libérer quand l'ennemi a été détecté? Quand l'adversaire le plus coriace qui instrumentalise l'adversaire intérieur a été détecté. Voilà la problématique. La problématique, c'est celle-là, et la solution, c'est l'unité. L'unité des intellectuels qui peuvent avoir la lucidité de comprendre cela. L'unité des politiques qui peuvent avoir la lucidité de comprendre cela. Et les politiques, ils ne sont pas uniquement dans un parti et qui serait un parti des gens les plus lucides. Souvent, ils se retrouvent au PDCI, souvent, ils se retrouvent au FPI, souvent, il y en a au RDR, mais qui ont été embastillés dans des groupements dans lesquels ils n'ont pas forcément la parole ou une marge de manœuvre suffisante pour pouvoir mener le vrai combat. Donc, il faut pouvoir rassembler. Il y a des opportunistes aussi qui sont dans des groupements politiques
pour récupérer la direction ou la tête de ces groupements politiques-là pour mener des combats alimentaires ou des combats égoïstes et solitaires. Donc, c'est de pouvoir s'élever au-dessus de ces opportunismes et de ces opportunistes. C'est de pouvoir rassembler une génération de leaders conscients de ces enjeux, de ces réalités, les mettre ensemble pour dire nous allons nous engager dans un combat dans lequel l'ennemi extérieur il est connu et dans lequel l'ennemi intérieur il est connu, il est masqué sous la peau de certains de nos compatriotes. Donc c'est à nous de pouvoir réunir ce leadership conscient qui va tirer notre peuple vers l'avant. Le problème c'est que les divisions qui ont été créées historiquement, sciemment pour certains, sont tellement fortes que certains sont dans la dimension émotionnelle, eux se disent on ne peut pas se rassembler avec telle personne ou telle personne. S'ils ont tué publiquement le président irakien Saddam Hussein, c'est pour diviser les sunnites et les chiites, pour faire en sorte que une génération consciente qui rassemble sunnites et chiites ne puisse pas se mettre en place dans l'intérêt des Irakiens un jour. Donc souvent, il y a des divisions historiques qui font, ou souvent qu'on creuse, qui font qu'une génération consciente ne peut pas se mettre ensemble parce qu'ils se disent qu'il y a des divergences qu'ils ne peuvent pas dépasser. Bien au contraire, il faut dépasser ces divergences-là. Et c'est pourquoi Mamadou Koulibaly, par exemple, et moi, qui étions dans des positions opposées hier, nous nous sommes dit, dans l'intérêt supérieur de la nation, mettant l'intérêt de la nation au centre, mettons nos forces ensemble, voilà, on va discuter avec la hypo martiale, on va discuter avec telle autre personne qu'on ne connaissait pas, mais autour d'un objectif, autour d'un engagement pour le peuple que nous signons. Au-delà de nos divergences hier, ce n'est pas une question émotionnelle, ce n'est pas une question sentimentale, c'est une question de l'intérêt supérieur de la nation. Voilà le schéma dans lequel on doit se mettre, en éduquant notre peuple à prendre conscience que ce combat qu'on mène n'est pas un combat individuel et que la lutte individuelle n'a pas de sens. C'est la lutte collective qui nous sortira de la misère. Il faut un combat dans lequel on pose les cartes clairement pour dire bon voilà ce que nous allons faire contre d'autres personnes. On n'a pas d'ennemi Bété, on n'a pas d'ennemi Djoula, on n'a pas d'ennemi Baoulé. Parmi les Baoulés, il y a des traites à notre combat. Parmi les Djoula, il y a des traites à notre combat. Parmi les Bété, il y a des traites à notre combat. Il n'y a pas un peuple qui est l'ennemi de notre combat. Nous nous battons pour tout le peuple. Nous ne battons pas pour des ethnies. Nous ne nous battons pas pour de l'émotion. On se bat pour l'avenir. Voilà comment il faut poser clairement les choses. Et dire que nous avons des adversaires ou des ennemis, si on veut les appeler ainsi, intérieurs et extérieurs, il faut les identifier et il faut mener le combat pour le changement. Certains appelleraient ça ailleurs un combat révolutionnaire, comme nos amis d'Amérique latine ou nos amis d'Iran appellent cela un combat révolutionnaire, mais c'est un combat, je pense que pour un changement positif qu'il s'impose aujourd'hui à nos pays et à notre pays.